Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le 28.tv pour cette émission exceptionnelle. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas dans mon studio au Faubourg La Grappe à Chartres, mais je me trouve en plein cœur du lycée professionnel Philibert Delorme à Lucé, où, dans le cadre de cette journée nationale du harcèlement, le lycée professionnel reçoit aujourd'hui la visite du directeur académie. Il fait partie de l'un des invités d'aujourd'hui, Joël Suric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Pascal Delpech, inspecteur du second degré. Bonjour. Autour de la table, nous recevons évidemment le chef de l'établissement, Monsieur Pointreau. Merci de nous accueillir dans l'une de vos salles. Bonjour. Et docteur Moulis. C'est bien ça, conseillère technique. Alors, pour commencer tout de suite, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez présenter cette journée nationale? En quoi consiste-t-elle? Alors, cette journée du harcèlement, contre le harcèlement, de lutte contre le harcèlement, c'est justement une journée où on va donner à voir tout ce qui est important de faire pour lutter contre le harcèlement. Donc, c'est une journée un peu exceptionnelle pour sensibiliser, pour sensibiliser, pour prévenir, pour travailler aussi, de voir de quelle manière on peut prévenir le harcèlement, et puis aussi de dire aussi ce qui se fait sur la formation et comment, il y a un certain nombre de documents aussi qui ont été proposés aux enseignants pour comment on réagit dans ces cas-là. Et c'est vrai que c'est une journée de réflexion pour les élèves, mais aussi pour les adultes, parce qu'on sait que ça existe. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait des situations dramatiques. Qu'est-ce qui provoque le harcèlement? Est-ce que c'est la différence ethnique? Est-ce que c'est la différence de classe sociale? Comment débutent ces agressions? Bien, à chaque fois qu'il y a une situation, c'est que vous avez un agresseur et un agressé, et puis, j'allais dire, du public. Et donc, et complice, ou en tout cas qui laisse faire. Et donc voilà, c'est des situations comme ça. Alors il y a souvent une situation de faiblesse de quelqu'un qui est peut-être un peu plus fragile à ce moment-là, mais on peut tous être à un moment donné un peu plus fragile. Et puis c'est souvent ce qu'on appelle même des micro-violences. Je veux dire, c'est des petites choses qui à un moment donné se répètent. Et une micro-violence qui se répète, voilà, sur l'estime de soi, à un moment donné, ça devient très très difficile par rapport à ça. Alors, docteur Moulis, donc vous êtes la conseillère pour l'académie. Est-ce que les élèves se remettent facilement d'une situation du harcèlement? Non, pas forcément et pas souvent. C'est-à-dire que ça, tout dépend de la façon dont ça a pu être pris en charge. C'est-à-dire s'ils ont pu parler très rapidement, je pense qu'il n'y a pas ou peu de conséquences. Par contre, si effectivement on le découvre tardivement ou à l'occasion d'une explosion, ça peut avoir des conséquences à la fois à court terme, mais aussi à moyen terme, voire même à long terme. En termes à la fois scolaires, de décrochage, etc., de refus scolaire anxieux, mais aussi en termes de phénomènes anxio-dépressifs, voire de tentatives de suicide, voire ensuite à long terme, de difficultés à trouver un emploi, de phobie sociale, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut se poursuivre, les conséquences psychologiques pour les élèves peuvent se poursuivre à l'âge adulte? Tout à fait. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, au-delà de 5 ans, on a effectivement des enfants donc, qui étaient harcelés au moment où ils étaient enfants, qui ont d'énormes difficultés en termes effectivement de recherche de travail, en termes d'intégration sociale, hein, et du côté victime essentiellement, et du côté des agresseurs également, c'est-à-dire qu'on a souvent des adultes qui ont été confrontés plus facilement à des actes de délinquance et donc à des difficultés de perte de travail, etc. Monsieur Pointreau, alors sans vouloir faire un palmarès du type du harcèlement, par exemple, au sein de vos établissements, sans catégoriser forcément le vôtre, les établissements en général, comment cela se traduit sur le terrain? Alors, est-ce que c'est plus un harcèlement vis-à-vis du racket? Est-ce que c'est plus sur le racisme? C'est quoi les différents types d'harcèlement auxquels vous pouvez être confrontés dans les établissements scolaires? C'est vrai que très souvent, le harcèlement part d'une stigmatisation. Qui peut être effectivement lié à un racisme, mais ça peut être aussi lié au fait que quelqu'un est un peu plus fort, que quelqu'un porte des lunettes, que c'est n'importe quel élément, tout ce qui peut être jugé comme étant différent d'une norme que c'est introduit un groupe d'élèves, voilà, tout ça est à l'origine du harcèlement. Et effectivement, l'établissement, s'il mène des opérations de lutte contre le harcèlement, c'est parce qu'il veut éviter qu'il y en ait. C'est la raison d'être des campagnes de prévention. C'est pas forcément parce qu'on est confronté au quotidien au harcèlement, mais on sait que c'est comme une maladie
qui serait porté en nous et qui se déclencherait à partir de quand apparaissent certains éléments catalytiques. On veut éviter, on est potentiellement porteur de situations de harcèlement et on veut éviter qu'elles se réveillent. Alors, monsieur l'inspecteur, quelle solution, quel outil l'Académie apporte pour ces cas? Oui, monsieur Delpech. Quels outils? Alors déjà, on n'invente pas d'outils. Les outils nous sont proposés par le ministère. Il y a un site très bien fait, que c'est vraiment avec un ensemble de ressources et d'outils qui nous permettent de travailler. Nous, à l'inspection, quand on reçoit des situations de harcèlement, c'est qu'on est vraiment dans une situation qui est déjà compliquée. Donc, on n'est pas sur le prévenir, enfin si, en diffusant des outils, évidemment, mais on est sur des situations qui sont compliquées à gérer. Donc, on a en principe déjà un travail d'écoute en direction des familles. On voit un peu la situation en établissement. Et puis, à un moment donné, avec le docteur Moulis ou la conseillère technique assistante sociale, on reçoit, toujours à 2 ou à 3, on reçoit la famille, on l'écoute. On l'écoute, on cherche le nœud du problème et on cherche à le résoudre, non pas comme ça dans un bureau à l'inspection, mais avec l'établissement, en écoutant, en confrontant les points de vue, en cherchant où sont les solutions. Alors les solutions, c'est parfois, malheureusement, le départ de l'élève, de l'établissement. Mais de plus en plus, on travaille plutôt sur le départ de l'agresseur quand il y a vraiment une situation qui est très nouée. Alors, parlons de l'agresseur. Est-ce que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. 16 ans. L'âge de 16 ans, pardon. Est-ce que la seule solution que vous pouvez offrir, c'est de renvoyer les élèves agresseurs d'établissement à établissement, ou est-ce qu'il existe d'autres solutions pour accompagner, les agresseurs, si on peut dire comme ça? Non. Enfin, qu'est-ce qu'on fait des agresseurs? Bon, les agresseurs, après, l'agression, il y a plusieurs formes d'agression. Hein. Ça peut aller, si on est sur, par exemple, une agression à caractère sexuel, c'est évident que là, on met en protection la victime et que c'est l'agresseur plutôt qui a intérêt à partir. Là, ça me paraît logique. Mais on n'est pas systématiquement sur ce registre-là. Nous, ce qu'on cherche, c'est à résoudre un problème. À faire comprendre à un ensemble d'élèves qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment l'extrême limite. C'est-à-dire changer d'établissement, c'est quand vraiment tout est coincé. Monsieur Surig, formez-vous correctement, selon vous, aujourd'hui, les professeurs à agir dans ce type de situation? On essaie, en tout cas, il y a un certain nombre de formations qui sont proposées. Quand on voit aussi que le Proposé travail... n'est pas obligatoire, ces formations? Non, les formations ne sont pas obligatoires, mais je crois aussi, ce qui est important, on le voit là, par exemple, sur le département, des actions qui sont réalisées en direction des élèves, mais aussi des enseignants. J'ai 24 collèges sur les 39 qui ont mis en place des actions et 5 lycées sur les 11. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'établissements, de manière importante, qui sont engagés. Je crois que c'était important, pour revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit, l'exemple qu'on a vu aujourd'hui dans une classe de 3e prépa pro, c'était très intéressant. C'est que, quand vous parliez, qu'est-ce qu'on peut faire? On a bien vu que là se sont exprimés des élèves qui ont été aussi, qui étaient les agresseurs aussi, et qui sont devenus ambassadeurs. Ça veut dire que les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un certain nombre d'élèves, notamment, peuvent se trouver pris dans un engrenage. Et parfois, quand je parlais de micro-violence, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve, à un moment donné, on traite un élève parce qu'il a des lunettes, de binoclard, et puis, mais si c'est fait tous les jours, tout le temps, toutes les heures, par un certain nombre, ça devient extrêmement pesant. Et donc, ce qui est important, c'est que la parole circule. Et quand on commence à se parler, eh bien, il y a une prise de conscience. Et là, c'était remarquable ce qu'on a pu voir avec des élèves qui, à un moment donné, ont pris conscience, qui ont réfléchi déjà. Et quelque part, celui qui devenait agresseur, d'un seul coup, il est devenu ambassadeur et il peut aider les autres à ne pas agresser. Et donc, tout ça, c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Et là, avec pas que des professeurs, des CPE, des infirmiers, des assistants sociaux, effectivement, l'ensemble des adultes, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de tout ça. Et c'est pas évident, mais c'est ce travail. C'est-à-dire que la formation, c'est surtout aussi une prise de conscience de l'importance de la parole. Alors, dans le cadre de la prévention, l'Éducation nationale a lancé une campagne publicitaire autour de cette problématique, celle du harcèlement. Il y a un clip qui aujourd'hui fait polémique, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, on se le regarde tout de suite. Alors, sortez les cahiers,
s'il vous plaît. Premier problème, vous écoutez, vous recopiez la phrase. Sylvain a acheté 35 livres dans sa bibliothèque. Léa, elle en a 40. Combien Léa a fait de livres de plus que Sylvain? 5. Oui, bien, 5. Ensuite. Rien. Minus. T'es nul. Crétin, va. Tu sais même pas lire. Débile. T'es la honte de la classe. Baptiste. Baptiste, t'es avec nous? Baptiste, il faut qu'on en parle. Ça doit s'arrêter. Je peux t'aider. Non au harcèlement. Appelez le 30-20. Alors on a vu ce clip, j'aimerais avoir votre avis. Comment le trouvez-vous, monsieur le directeur? On va commencer avec vous. Non, mais c'est un clip qui est très intéressant. Je crois qu'il montre bien aussi que la réflexion générale, elle concerne tout le monde. Elle concerne les adultes, elle concerne les enfants, elle concerne les parents, et qu'on est tous concernés, parce qu'on sait que ça existe. Et donc, on est tous concernés. Et évidemment, quand on pose ces questions-là, on peut avoir, on l'a vu d'ailleurs dans une réflexion là encore avec les classes qu'on a pu voir, l'enfant qui est victime, pour lui, tous les autres sont des complices. Tous les autres sont des complices. Et donc, il va penser que même les adultes ou son professeur, comment ça se fait qu'il ne voit pas? Et donc, il est complice. À nous d'analyser, c'est normal qu'il pense ça. Ça ne veut pas dire que le ministère estime que les enseignants sont des complices. Et donc, il faut être capable de cette prise de distance pour apprécier la qualité de la réflexion, parce que ce clip est fait pour engager une réflexion. Alors, est-ce que, monsieur Delpech, vous comprenez cette polémique? Oui, je peux comprendre toutes les polémiques, c'est pas le problème, mais moi, ce clip, il me choque pas, parce que, en fait, si vous réfléchissez un petit peu, le harcèlement, c'est quelque chose qui est extrêmement caché, diffus, pas facile à voir. Si c'était facile à voir, ça serait facile à régler. Or, les petites claques dans le couloir, dans les toilettes, dans les vestiaires, ces choses-là, derrière la tête du prof, quand il est au tableau, où on pique la trousse et on la fait circuler, etc., c'est pas facile à voir, c'est pas l'enseignant qui est en cause dans cette histoire. C'est la façon dont se met en place le harcèlement. Donc, qu'un prof ne voit pas, moi j'ai été prof pendant 20 ans, il y a plein de choses que j'ai pas vues dans ma classe. Je les ai vues après. Alors, est-ce que la première personne à contacter si on est victime d'harcèlement, c'est justement un autre camarade qui, lui, va avertir peut-être le chef d'établissement, peut-être l'infirmière de l'établissement, comme on peut voir sur le clip, cet enfant qui s'adresse à son ami? Alors, il y a trois cas dans lesquels on est informé. C'est-à-dire, soit l'élève, parce qu'il a confiance, il va parler à un copain, et il faut que le copain ensuite soit capable d'aller parler au niveau de l'établissement, au référent du harcèlement, qui peut être l'infirmière, qui peut être le chef d'établissement. Soit l'élève va parler directement au prof, soit il va parler directement au chef d'établissement ou à la CPE. En fait, il va parler, quand il arrive à parler, à une personne en qui il a confiance. Mais peu importe cette personne, après il faut que la parole circule et qu'il arrive à un moment donné au niveau du chef d'établissement, puisque c'est lui qui est garant de la façon dont va se traiter le harcèlement, dont on va prendre en compte ce harcèlement. Alors justement, M. Poitreau, vous êtes sur le terrain au quotidien. Comment vous sont rapportées ces problématiques du harcèlement? Est-ce que c'est un élève qui vient vous voir directement? Est-ce que ça vient par un surveillant, par un prof? Il y a plusieurs cas de figure, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est tout le travail mené par la vie scolaire et c'est par l'intermédiaire des CPE que sont révélées ces situations, et le CPE a lui-même l'information directement de la victime ou d'un camarade de la victime. Ce qui arrive aussi, c'est que ce soit les parents qui nous contactent et qui nous demandent, là dans ces cas-là, rendez-vous en général à la vie scolaire ou au chef d'établissement, et ce sont les parents qui attirent l'attention du chef d'établissement sur un problème, notamment lorsqu'ils ont observé un changement de comportement de leur enfant. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans le harcèlement?
Déterminants, je ne sais pas. Ils jouent un rôle. On sait qu'ils sont importants pour nos adolescents et même voilà, on sait qu'ils sont importants. On sait que la parole y est instantanée, que ce qui est dit n'est pas forcément contrôlé vraiment, et que la portée de ce qui est écrit ou dit à travers les réseaux sociaux n'est pas forcément mesurée par celui qui en est l'auteur. Donc en ce sens-là, il est clair que c'est un nouveau support de communication, et si la communication n'est pas bien faite, évidemment, elle peut être dévastatrice, hein, c'est vrai. Mais est-ce que cela peut être... Vas-y. Oui, je dis, l'élément nouveau, c'est qu'effectivement, jusqu'à ces nouveaux outils pour les élèves, pour les ados, c'est vrai qu'un élève qui était harcelé quand il venait à l'école, quand il sortait de l'école, c'était terminé. Avec les réseaux sociaux, c'est jamais terminé. C'est à l'école, c'est à la maison, c'est la nuit, c'est le jour, c'est tout le temps. Oui, ça c'est tout à fait juste. Et dans les cas que nous avons eu à traiter avec le docteur Moulis, je pense qu'il faut alerter les parents là-dessus, parce que vraiment, les outils sociaux peuvent apporter le meilleur comme le pire. Et bien souvent, les parents n'ont pas cette conscience-là. Ils ne voient pas jusqu'où ça peut aller. Et ça va très loin. Nous, on a eu des copies de pages Facebook, etc. Ça va très très loin. Et est-ce qu'on peut comprendre, imaginer que les victimes d'harcèlement peuvent avoir un frein à l'apprentissage? Est-ce qu'on peut voir des décrochages scolaires s'expliquer au harcèlement? Il y en a énormément, c'est-à-dire que moi par exemple je reçois les familles qui font des demandes de CNED, c'est-à-dire d'avoir un enseignement à domicile, et derrière ces situations, moi je dirais qu'une fois sur 3, il y a une situation de harcèlement derrière avec un élève qui n'arrive plus à aller à l'école. Alors j'ai retourné la question, est-ce que cela peut pas aussi s'expliquer dû au décrochage scolaire? Est-ce que les élèves en situation de décrochage scolaire se mettent à devenir des élèves perturbateurs, des agresseurs? Non, perturbateurs peut-être, mais harceleurs non. Il disparaît. Hein. Vous savez, on les appelle aussi les invisibles. Donc il y a un moment, il y a plein de surnoms pour les décrocheurs. Mais un décrocheur en soi, il peut être perturbateur pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, ça ne va pas durer. Il disparaît. Il disparaît de l'établissement. C'est-à-dire qu'il devient absent, de plus en plus absent, et puis à un moment donné, il n'est plus là. Donc, non. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est les choses ne sont pas figées. Donc c'est important de le dire, parce que si on se dit il y a tant de harceleurs, il faut les repérer, il faut les punir et ça sera réglé, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'on s'aperçoit que dans une scolarité, des moments de faiblesse des uns et des autres, on peut en avoir, les élèves peuvent en avoir. Et donc le harceleur, à un moment donné, il devient harcelé, et le harcelé, à un moment donné, devient harceleur, peut-être pour pas non plus être harcelé par d'autres. Donc les choses sont plus complexes que ça, et les uns les autres, on peut être concernés par ça. Et donc, ça va dépendre, il faut avoir une attention toute la scolarité pour ces élèves, et que c'est des spirales qui s'enclenchent, qui sont extrêmement négatives. Et donc, ce qu'on veut surtout, c'est rompre ces spirales, plutôt que d'identifier un tel ou un tel comme harceleur ou harcelé. Alors, monsieur le directeur, j'aimerais avoir votre avis sur les familles qui placent leurs enfants dans des établissements privés parce qu'ils ont rencontré des problèmes dans les établissements publics. Est-ce que vous considérez ça comme un constat d'échec ? Je veux dire que à chaque fois qu'il y a un changement d'établissement, c'est parce qu'il peut y avoir, on l'a expliqué. Parce qu'on voit des familles dire directement, je mets le mien dans le privé, comme ça il sera tranquille. Oui, mais on peut voir de toute façon la problématique du harcèlement, elle concerne tout le monde. Elle concerne aussi un établissement privé, puisque c'est pas lié aux catégories sociales, c'est pas lié obligatoirement à la réussite, c'est pas. On peut trouver dans certaines situations effectivement aussi ça. Et donc, je sais que ce travail-là, il est fait aussi en direction des établissements privés. On peut avoir un autre type de pression, on peut avoir un autre type de relation tendue. Donc il ne faut pas laisser croire qu'effectivement, dans le privé, il n'y en a pas et dans le public, il y en a. Alors après, des changements d'établissement, on peut en avoir vers le public. Excusez-moi, il y en a aussi à l'inverse. Il y a des élèves qui peuvent se sentir très très mal dans le privé et qui reviennent dans le public, ou qui changent d'autres établissements. Donc les problématiques ne sont pas à se dire où est l'harceleur, où est l'harcelé, et public et privé. C'est une réflexion générale de société. Et
quand on parlait des réseaux sociaux, je suis désolé, il n'y a pas des réseaux sociaux publics et des réseaux sociaux privés, il y a des réseaux sociaux. Et donc les uns et les autres peuvent être en difficulté en termes de communication, et notamment, ce sont on sait qu'il y a des périodes d'adolescence, et dans les périodes d'adolescence, on est particulièrement sensible, particulièrement fragile sur son corps, sur la façon de concevoir le monde. Et à ce moment-là, ça concerne tout le monde, tous les enfants passent par une période d'adolescence. On arrive à la 19e minute, et je sais que vous êtes pressé, donc je vais avancer un petit peu. On va directement passer aux solutions. Alors on peut voir à chaque période d'élection, voir des solutions qui arrivent pour pallier à ce problème. On parle du port de l'uniforme dans les établissements scolaires. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous en pensez quoi ? Comme ça, il n'y a pas de différence entre les élèves, il n'y a pas un riche, il n'y a pas un pauvre, on a tous les mêmes tenues. Toujours des roux, des gros, des maigres, des timides, c'est vrai que ça, là, même sous l'uniforme. Oui, c'est vrai que, à mon avis, c'est un faux problème. Il peut y avoir un intérêt, par exemple, dans les lycées professionnels hôteliers, par exemple, il y a un moment donné, on se retrouve avec l'uniforme, ça peut aider à un moment donné à des postures, donc ça peut avoir du sens dans un certain moment donné. Mais par rapport au questionnement sur le harcèlement, je vais dire, c'est deux questions complètement différentes, parce que, voilà, quand ça a bien été expliqué ici, il y avait une difficulté il y a quelques années, c'est un élève qui avait des lunettes et qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans un processus de harcèlement. Je veux dire, alors, à moins qu'on décide de mettre des lentilles à tout le monde, je veux dire, mais je ne vois pas où on va solutionner le problème en mettant un uniforme. Donc, la problématique n'est pas là. La problématique est comment on accompagne les élèves aussi à parler, à s'exprimer et à reprendre effectivement confiance en eux. Est-ce que le chef d'établissement et l'inspecteur aimeraient voir dans les établissements la vidéosurveillance, que vous, ça pourrait vous aider pour peut-être réaliser vos enquêtes sur ce qu'il s'est passé, et vous, peut-être prévenir de cas d'agression dans votre établissement? Vous n'avez pas pensé au bracelet? Je vous pose la question, après vous répondez. Non, je ne sais pas. Alors, la vidéosurveillance? La vidéosurveillance, dans certains établissements, elle existe sur l'extérieur. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, j'y ai passé 3 ans. Certains établissements sont protégés à l'extérieur par une vidéosurveillance. Mais bon, là, on parle à l'intérieur, parce que dans les agressions se font souvent dans les couloirs, à la récréation. Dans les établissements, je ne suis pas persuadé que ça puisse aider. On va demander au directeur, est-ce que cela pourrait vous aider? Rien ne remplacera jamais la présence humaine. Oui, mais à l'échelle d'un établissement, parce que les agressions, je disais, dans les couloirs, les surveillants ne sont pas forcément là. Sur une cour, je ne sais pas combien d'élèves vous avez ici au lycée professionnel, mais on peut imaginer une cour, il y a 300 élèves. Non, mais il y a de la vidéosurveillance d'ailleurs, puisque il y en a ici au lycée professionnel. On en a il y a certains endroits qui sont, parce que effectivement ils sont moins ouverts à la vue du personnel, mais enfin on est plutôt on fonde plutôt notre action sur du mouvement, et là encore sur la relation que peuvent avoir les élèves entre eux, les élèves avec les personnels, les élèves avec leurs parents aussi, c'est extrêmement important. Lorsqu'on a de la vidéosurveillance, c'est pas comme dans un supermarché où on va regarder, on va constater qu'il y en a un qui a pris d'ailleurs quelque chose. Non, puis, si je peux me permettre, on l'a bien expliqué au départ. Ça traite le symptôme, pas la cause. Oui, on a bien expliqué dès le départ, sont souvent des micro-violences. Et donc les micro-violences, souvent elles échappent aux enseignants parce qu'on ne les voit pas. Et dans la classe, à un moment donné, une petite claque derrière la tête alors que l'enseignant est retourné. Alors on peut mettre à ce moment-là une vidéo dans chaque classe, mais en même temps, si on parle à voix basse, on n'entendra pas le binoclard qui est lancé, mais qui est lancé 50 fois dans l'heure, et donc ça on le verra pas, et donc la solution elle se trouve dans des espaces effectivement de parole, à un moment donné qu'on aborde ces sujets-là. Et par exemple une des solutions pour avoir des éléments, nous on a les équipes mobiles de sécurité qui par exemple font des enquêtes de climat scolaire. C'est des enquêtes anonymes. Ça veut dire qu'à un moment donné on va dans un établissement et puis il y a un centre de questions qui sont posées de manière anonyme aux élèves, et des fois justement on repère dans ces moments-là les lieux, les heures, peut-être à tel moment dans telle classe, dans tel endroit, où effectivement c'est anonyme, où on s'exprime.
Et à ce moment-là, charge aux adultes, à partir de ces indicateurs, de dire qu'est-ce qu'on fait? On sait que plutôt dans telle situation, tel niveau de classe, à tel moment, il y a des situations, et à ce moment-là, on essaie de travailler là-dessus. Et donc là, on est plutôt sur des indicateurs très intéressants, plutôt qu'une vidéo qui ne nous donnera pas tellement d'éléments. La vidéo, ça peut être sur à un moment donné, effectivement, des actes de violence importants, des dégradations. Mais on n'est pas sur le harcèlement. Monsieur Cointreau ? Oui, d'autant que les espaces sensibles, ce sont par exemple les toilettes, ce sont par exemple les vestiaires, ce sont des espaces de cet ordre-là. On ne va pas passer de la vidéo, sur des espaces de cet ordre, vous comprenez bien. Mais c'est justement parce qu'ils sont un peu cachés, ces espaces-là. C'est pour ça que ce qu'il faut, c'est de traiter le fond. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer non plus toute l'imagination de nos ados et de nos élèves en classe. C'est-à-dire que s'ils savent qu'il y a une caméra, ils vont le savoir très vite. Et l'idée de l'agresseur, c'est pas d'être en vue de tout le monde. C'est qu'il y ait des témoins, effectivement, des spectateurs. Parce que c'est ce qui va légitimer finalement leur acte, qui va faire que l'agression et le harcèlement va exister. Mais c'est sûrement pas la caméra, parce qu'une fois qu'ils l'auront repéré, ils iront ailleurs. Alors pour terminer cette émission, pour vous libérer, est-ce qu'on peut imaginer demain une école sans violence, sans harcèlement? Est-ce utopique? On va faire un petit tour de table pour terminer. Proviseur? Sans violence, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est la vie qui est en soi porteuse de violence. On vit tous des choses qu'on aimerait ne pas vivre. Mais je crois que sur ce plan-là, l'école a plutôt évolué, contrairement à ce qu'on peut penser positivement. Je ne suis pas convaincu que l'école de 1930, par exemple, était moins violente que l'école d'aujourd'hui. Je pense qu'on tend, avec la sensibilisation, la prise en compte des personnalités, la sensibilisation des jeunes, tout le travail d'éducation à la citoyenneté, contribue à réduire ces situations de violence. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est envisageable, mais si ça doit être une utopie, c'est celle qui doit être notre objectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous le voyez dans votre cabinet? Est-ce qu'on voit de moins en moins de personnes qui frappent à votre porte parce qu'il y a tout simplement de moins en moins d'agressions? Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y a de moins en moins d'agressions. Je pense qu'effectivement, les phénomènes de harcèlement sont un petit peu plus portés par les médias, avec les campagnes, etc. Donc, les élèves et les familles osent davantage parler. Donc, c'est plus connu. Alors, par contre, moi, si je peux dire un dernier mot, c'est que je pense que ce qui justifie justement la prévention collective, et vous parliez du petit film tout à l'heure, je ne vous ai pas donné mon avis, je pense qu'il est extrêmement intéressant sur l'action sur les témoins. Parce qu'on regarde le professeur qui dit rien parce qu'il ne voit rien, et par contre, il y a tous les élèves qui voient tout, et il n'y a qu'un élève qui parle. Et ce qui justifie pour moi la prévention collective, c'est justement cette action sur les témoins. Voilà. Si on libère la parole, il y aura de moins en moins de harcèlement. Il y a les témoins, où là vraiment la prévention collective, elle a tout son sens, et puis il y a la sensibilisation des adultes, parce qu'on sait maintenant que c'est les petits gestes, enfin les petites moqueries répétées qui ont le plus de conséquences, même au niveau des conséquences à la fois sur le thème de santé publique, je dirais. Peut-être la solution, une école sans violence, monsieur Delpech? Une école sans violence, c'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est utopique. Mais c'est une belle utopie, il faut croire aux utopies. Maintenant, si vous avez un peu le temps, vous lirez le dernier bouquin de Jim Harrison qui s'appelle Les 7 péchés capitaux, et vous découvrirez que le 7e péché capital qu'on a oublié, c'est justement. Donc oui, j'espère franchement que cette violence diminuera, sincèrement. Je laisse le dernier mot au directeur de l'académie. Oui, on a bien dit, c'est le harcèlement de manière plus large, c'est-à-dire pas uniquement à l'école. L'école joue son rôle dans le cadre du harcèlement, mais on l'a bien vu avec les réseaux sociaux, avec d'autres choses. Il y a un avant, il y a un après, et donc on doit travailler comme l'ensemble de la société. Alors est-ce qu'on peut rêver d'une société qui soit effectivement pacifique et qui n'ait pas de violence? Là, on a chacun notre rôle, mais pas uniquement l'école. On peut vous demander, est-ce que vous allez participer vous aussi? Est-ce que la presse va participer elle aussi? Est-ce que les politiques? Est-ce que tout le monde va participer pour faire que ce soit une société effectivement sans violence? L'école joue son rôle, et le fait qu'on en parle maintenant, depuis quelques années, ça fait qu'effectivement ça se sait, je crois que c'est important, et on jouera notre rôle dans le cadre de notre action, effectivement, de la société, pour faire vivre les valeurs de la République. Je crois que c'est important. Espérons-le. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je
Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.